Bonjour à tous et bienvenue sur Livre Ésotérique Ancien, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour Jolivet Castello, comment on devient alchimiste. Nous passons aujourd'hui sur la deuxième partie. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne ou qui arrivent sur le texte par hasard, je vous recommande d'aller voir le début du livre qui va être dans la playlist normalement, puisque nous sommes déjà, je crois que nous sommes déjà à la 4e vidéo. Et oui, déjà 4e vidéo sur ce thème. Donc aujourd'hui on va parler de comment on devient adepte. Ascèse magique vers l'adeptat, tarot, septénaire des lois. Alors, on va démarrer directement par 8. C'est-à-dire que on n'a pas le premier, c'est pas une erreur, j'ai pas oublié le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va redémarrer, cette fois-ci sur le septénaire des rois, tarot. Donc 8, pour ceux qui me disent que je dis 8. Non, désolée, je vais dire 8. Alors 8, justice, correspondance, justice, harmonie, balance, équilibre des forces et des facultés. Donc ça, vous savez, c'est par rapport à la carte du tarot. On est bien d'accord. D'ailleurs, on va passer sur la carte du tarot 9, l'ermite, isolement, puissance sur l'astral. 10. Roue de fortune, le devenir, orientation de la vie de l'adepte. 11. Force, la force et la volonté et l'énergie de la pensée. 12. Le pendu, le sacrifice volontaire, l'abnégation. 13. La mort et la mort à la vie passionnelle, la régénération, le dépouillement. Et oui, ça m'a toujours frappé cette carte où il fauche son propre pied. 14. Tempérance, changement et changements multiples, adaptation, mutation. L'adepte sait fabriquer la pierre et s'en servir. On verra de suite l'expression de ces corrélations en examinant quelles qualités sont requises pour l'adeptat. Le second septénaire les note admirablement. Voilà, ça c'était la petite introduction à la deuxième partie. Maintenant, on va passer sur le chapitre 1er. Ascèse magique vers l'adeptat. L'adepte. Entraînement psychique, le laboratoire, les correspondances magiques, la réalisation. Nous avons étudié dans la première partie de ce traité les rapports immuables autant qu'indispensables qui existent entre la tradition kabbalistique et l'alchimie. Je vous rappelle que sur la chaîne, nous sommes en train de lire Papus avec la Kabbale aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie d'avoir ce contenu en mode régulier jusqu'à la fin, puisqu'on vient de commencer le livre. Et bien sûr, toujours la page membre avec les livres un petit peu poussés de Stanislas de Gaïta et Eliphas Lévy. Cela nous a bien montré la grandeur de la philosophie hermétique, laquelle prend ses racines en la spécialité alchimique. Celle-ci s'élève par analogie comme par expérience jusqu'aux plus complexes problèmes universels ou métaphysiques. Il serait donc tout à fait erroné de considérer l'hermétisme comme l'art seulement de transmuter les métaux, l'alchimiste comme un simple expérimentateur de l'ordre physique. En réalité, la mutation des corps, les uns en les autres, n'est que la conséquence sur le plan matériel des principes et des lois relevés par la doctrine d'Hermès. Et le véritable alchimiste, prêtre de la nature, n'obtient la science de la transmutation qu'après s'être montré digne de la posséder, par ses efforts moraux ou magiques. Le souffleur de l'Antiquité et du Moyen-Âge, le chimiste de nos jours, n'ont aucunement droit au titre d'alchimiste, de philosophe hermétiste, car ils ignorent les enseignements de la science sacrée. Ils ne peuvent se targuer d'aucune initiation lente et régulière, car ils n'arrivent conséquemment à produire aucun phénomène transmutatoire complet, à moins que par intuition, très rarement et partiellement, lorsque leur esprit assez élevé vers la vérité supplée au moment de ses propres lumières aux révélations qui leur ont fait défaut. La première condition que doit donc réaliser l'aspirant à la science alchimique, s'il veut tenter de s'élever à l'adeptat, s'il veut être digne de porter le nom d'alchimiste ou de philosophe hermétiste, c'est de s'appeler initié,
de se prouver mage. L'alchimiste doit être mage d'abord, nécessité indispensable pour parvenir à l'ascèse parfaite, à l'adepta en son intégrité, lui permettant d'ouvrir les faits relevant de l'ordre rigoureusement alchimique. Il est évident que c'est une lourde tâche à entreprendre. Elle demande de persévérants et pénibles efforts. Car l'on ne devient pas mage alchimiste en quelques mois, bien moins encore adepte. Alors bien sûr, mage, on n'est pas sur une partie, je le dis, ça c'est mon avis, on n'est pas sur la partie magique puisque c'est encore différent, quoique ça se ressemble beaucoup, mais là, je pense que c'est un grade qui concerne les alchimistes aussi, même si les mages peuvent être alchimistes aussi. Mais quand on parle de mage, normalement en magie, on n'est pas tout à fait sur cette définition. L'adepte représentant le mage, arrivé à l'ultime degré de la connaissance, on conçoit la somme de travaux, de luttes, de succès qu'il lui aura fallu subir et remporter. Nous pouvons affirmer que rares se rencontrent les adeptes dans l'histoire de l'humanité, et que pour beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus. Pourtant, tous, nous devons, tôt ou tard, atteindre ce but grandiose d'adepte ou de messie, suivant les lois de notre destin et nos aptitudes. Tous, nous portons en notre âme le germe qui devra se développer et nous rendre un Krishna, un Moïse, un Hermès ou un Pythagore. Notre âme est semblable à un diamant renfermé dans sa gangue épaisse, d'où il faut extraire par d'incessants efforts, puis on doit le tailler, le polir, afin qu'il projette tous ses feux. Mais pour réaliser cette œuvre, le véritable grand œuvre parfait, un temps très long apparaît nécessaire, qui demandera plusieurs de nos existences planétaires. Ah oui. Donc là, il parle déjà de réincarnation, notre cher Jolivet, qui demandera plusieurs de nos existences planétaires. Alors planétaire, laquelle? Juste ici ou... Nos lecteurs connaissent le dogme de la réincarnation. Ah, il en parle. Nous ne nous y arrêterons point. Ces préliminaires avaient pour unique cause d'indiquer la nécessité de l'initiation, et maintenant, nous allons poursuivre l'exposé de l'ascèse magique vers l'adepta. Appuyons d'abord nos assertions sur les textes anciens, afin de bien prouver la réalité de ce que nous avançons. C'est-à-dire que l'alchimiste n'est qu'un spécialiste de la science occulte, et qu'il ne se trouve digne de produire parfaitement les phénomènes de transmutation matérielle que s'il est parvenu à l'adepte ou à la connaissance générale de la synthèse magique. Zosime, le Panopolitain, trace le récit suivant qui prouve le mystère obligatoire de l'alchimie, la nécessité de la révélation hermétique. Tout le royaume d'Égypte est soutenu par les arts psamurgiques. Il n'est permis qu'aux prêtres de s'y livrer. On les interprète d'après les stèles des anciens et celui qui voudrait en révéler la connaissance serait puni au même titre que les ouvriers qui frappent la monnaie royale, s'ils en fabriquaient secrètement pour eux-mêmes. C'était une loi chez les Égyptiens de ne rien publier à ce sujet. La connaissance de l'art sacré, c'est-à-dire de l'alchimie, ne pouvait être communiquée qu'aux fils des rois, comme la magie, car c'était bien là l'art sacerdotal et royal dont les adeptes devenaient réellement les maîtres du monde. On voit encore une fois, il y a toujours ce système de caste et certains mais pas d'autres. Après il y avait certainement des possibilités. Bon, après je vous dirais aujourd'hui, mettre de l'occultisme dans toutes les mains quand on voit ce qui se passe. Finalement c'est pas plus mal que ce soit caché ou en tout cas qu'il faille faire un travail personnel. Clément d'Alexandrie dit aussi « Les prêtres ne communiquent leur mystère à personne, les réservant pour l'héritier du trône ou pour ceux d'entre eux qui excellent en vertu de la sagesse. » De leur sagesse. Alors, ça c'est bien. Mais après, ça se passe comment quand l'héritier du trône n'est par exemple pas en phase? Ou, c'est vrai, on se pose jamais la question, mais un héritier qui serait roi, s'il a un problème mental, une maladie ou quoi que ce soit, une maladie mentale, on fait quoi? Ça, c'est un problème. Admettons qu'il ait, un autisme aigu ou ce genre de choses, qu'est-ce qui va se passer?
On va dire oui, ça donne accès, mais bon, quand même. Mais je parle dans tous les sens du terme, pas que pour l'occultisme. Dans les recettes positives des alchimistes qui nous ont été transmises, dit Berthelot, il y a souvent une partie réservée tenue au culte à dessein. C'était un devoir religieux de parler par énigme. L'usage des initiations était universel dans l'Antiquité. Les alchimistes prêtaient serment de ne pas divulguer la science qui leur était révélée. Le texte de Zosime montre qu'il existait en Égypte une tradition métallurgique secrète, à laquelle les adeptes attribuaient la richesse de l'Égypte d'autrefois et la puissance de ses anciens rois nationaux. Entre parenthèses, Berthelot. Et le même auteur ajoute « La science était alors essentiellement impersonnelle, et l'on comprend comment Jamblique assigne à Hermès 20 000 livres. Mais toute cette science, quel qu'en fussent l'objet et le caractère, est aujourd'hui perdue. » Ça, on en parle encore aujourd'hui. Nous nous adressons aujourd'hui à des initiables, tout au moins en ces pages à des martinistes et des Rose-Croix aussi. Il est donc bien inutile que nous nous étendions sur la partie historique que révèle Berthelot au sujet de la science perdue des anciens hiérophantes. Des textes en grand nombre, certes, furent égarés, mais beaucoup furent sauvés par des pieuses mains gardées au fond des sanctuaires privés, d'où émanèrent les initiés d'époques postérieures, possesseurs de la tradition hermétique. Bon, là je suis obligée de revenir sur un petit point. Vous savez certainement pour certains de quoi je vais parler. Donc effectivement, là il dit bien qu'il s'adresse à des personnes qui sont éventuellement déjà dans le cursus initiatique Rose-Croix ou martiniste. Bien sûr, c'est un livre qui a été publié et généralisé. Donc si vous n'en êtes pas, c'est pas grave. Et puis de toute façon, je vais vous dire une chose, aujourd'hui la Rose-Croix et les martinistes étaient un peu différentes de l'époque. Enfin, il y a toujours les mêmes enseignements, j'imagine, et on parle, je vais pas m'étaler là-dessus, en tout cas ce que je peux vous dire, c'est quoi qu'il en soit, à l'époque, c'était un courant qui était très en vogue. Je rappelle que Papus va forcément aussi, lui, de temps en temps parler, puisque c'est lui qui a initié le courant martiniste, enfin, en tout cas, qu'il a refait un peu revivre. Il n'était pas tout seul, hein. Et, mais en tout cas, il a été un des principaux, on va dire, c'est celui qui a remis en route ce courant-là. Et vous avez bien sûr la Rose-Croix, donc qui a été aussi remise en route par Stanislas de Gaïta, Péladan, et sachant que ces courants existent toujours aujourd'hui et sont aussi toujours liés. C'est-à-dire que généralement un martiniste est souvent Rose-Croix et inversement. Voilà. Donc on est toujours sur des sociétés secrètes. Je vous rappelle qu'à l'époque, au niveau des sociétés secrètes, il y en avait énormément. On était quand même sur plusieurs dizaines. Et aujourd'hui, c'est pareil, hein, on a toujours quelques courants, il suffit de s'y intéresser et vous trouverez beaucoup de choses à ce sujet. Voilà, il n'y a pas que les francs-maçons. On continue. Alors, Eliphas Lévy a d'ailleurs admirablement tracé l'histoire de la magie dans ses beaux volumes « Clés des grands mystères »,« Histoire de la magie » qu'on lit actuellement sur la chaîne depuis presque un an. Il y en a tellement, c'est énorme. Saint-Yves d'Alvèdre parcourut le même terrain et certaines pages de sa lumineuse mission des Juifs. Nous nous abstiendrons donc de revenir sur ces points traités d'une manière supérieure. Ça aurait pu être quelque chose qu'on aurait pu lire aussi, mais vu les circonstances aujourd'hui, c'est plus compliqué. Papus parle aussi beaucoup de ce livre. On en a parlé sur la Kabbale récemment, lors de la publication du volume qui a eu lieu hier. C'était chapitre 1 sur la Kabbale. Et on a parlé de ce livre-là. Contentons-nous d'indiquer quels furent les principaux sièges des grands sanctuaires hermétiques de l'Égypte ancienne, des laboratoires alchimiques où se puisait la connaissance des mages, la science expérimentale de la transmutation. C'était la terre de la Thébaïde, comme Thèbes, la terre de la Thébaïde, Héracléopolis, Lycopolis, Aphrodite, Apollinopolis, Éléphantine, Ptah et Sérapis ensuite.
En ces collèges mystérieux dont l'entrée restait absolument interdite aux profanes, où l'on ne pénétrait qu'après de rigoureuses et terribles épreuves, l'on formait avec soin, dont on ne se fait plus l'idée, en notre siècle d'égoïsme, de jouissance et de lucre, des alchimistes, de futurs adeptes, désintéressés, laborieux, silencieux. Les vieux mages leur communiquaient quelques principes de la science sacrée, mais surtout laissaient à leur initiative le soin de développer leur âme, leur intelligence. Car on le sait, l'initiation ne se donne point. Il faut que le néophyte s'initie lui-même, s'élève à la vérité par ses propres efforts, trouve en lui seul la lumière. Oui, beaucoup de gens se disent « mais oui, c'est pas normal », on pense tous à quelque chose de scolaire, surtout en France, puisque c'est un peu l'univers est comme ça. Sauf que c'est quand vous intégrez une idée que vraiment elle est conquise, elle est apprise. Si c'est juste lire la chose, que la donnée soit donnée, et puis voilà, on y croit parce que voilà... bourrage de crâne, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Alors qu'intégrer une donnée et la voir au fond de soi et la vivre, tout simplement, c'est pas juste inculquer une croyance, si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau scolaire, on ne va pas juste inculquer une croyance. Développement individuel, tel s'énonce la loi de l'initiation. Et durant de très longues années, les alchimistes vivaient cloîtrés dans les sanctuaires que nous venons de citer. Tantôt ils s'essayaient aux œuvres de la transmutation et de la chimie dans les laboratoires sombres du temple, tantôt ils étudiaient les textes vénérables et hiéroglyphiques, puis parcourant les beaux jardins des sanctuaires où la nature étalait ses magnificences, ils méditaient, rêvaient aussi sous la caresse du soleil tiède, sous les effluves de la lune et des astres pâles, sublime poète qui frissonnait intellectuellement au moindre souffle initiatique de la splendide Isis. Déjà initiés pour avoir l'accès à ces sanctuaires alchimiques, les prêtres ne trouvaient point indigne de se courber encore sous la discipline amère du travail et du silence. Et ce n'était qu'après avoir parcouru toutes les étapes de leur spécialité qu'ils abandonnaient le collège, se répandaient au travers du monde afin de façonner à leur tour quelques œuvres de science et d'art ou quelques âmes novices. Laissons du reste ici la parole à Pappus qui nous tracera de main de maître le portrait moral de l'alchimiste et nous montrera l'utilité de l'enseignement ésotérique. Il a mis une petite annotation, extrait de la revue L'Hyperchimie, numéro 5 décembre 1896. On nous saura gré de donner ces admirables pages du maître. Donc là, il va le citer, j'imagine. Oui, j'ai bien compris. Lorsque l'initié avait, à la suite d'un labeur incessant, pénétré seul les secrets de l'unité, il avait la faculté de se spécialiser pour adapter au profit de la foule l'un des aspects de l'absolu. Défense est faite à l'homme, dans tous les plans, de garder pour lui seul les richesses matérielles ou intellectuelles dont il n'est jamais sur terre qu'un simple dépositaire, et la cristallisation de l'âme attend de l'autre côté ceux qui ont cultivé l'égoïsme sur l'une quelconque de ces formes. Ça c'est intéressant les amis. Le travail accumulé par l'initié devait donc avant tout profiter à la masse des déshérités. Voilà pourquoi celui qui s'était tant élevé devait mettre sa haute science au service de tous, et cela gratuitement. Alors naissaient les adaptations de l'absolu aux contingences de la vie humaine. Dans le collège du sage, l'un consacrait sa science à l'évolution des âmes par l'appel des forces divines, c'était le théurge. L'autre se rendait au milieu des malades et des blessés, et y chassait la souffrance, c'était le thérapeute. Théurge, thérapeute, et attendez, c'est pas fini. C'était le thérapeute qui souvent était doublé du thaumaturge. Un thaumaturge, c'est un faiseur de miracles. D'accord ? S'agissait-il seulement d'agir directement sur la nature et non plus sur l'humanité ? Le mage commandait aux forces intellectuelles du plan physique
et faisait jaillir les sources en pays stériles ou dématérialisait les blocs de granit. L'hermétiste, thérapeute de la nature, créait par sa science des métaux précieux qui enrichissaient le collège du sage et lui donnaient le moyen d'action nécessaire. La liste de ces adaptations serait trop longue s'il fallait les passer tout en revue. Ce que nous voulons bien faire comprendre, c'est que tous les spécialistes traduisaient à la foule, sous des formes différentes, un seul et même grand principe qui avait d'abord bien pénétré. Que résultait-il de cette méthode ? C'est que les caractères employés par les différentes adaptations, dérivant tous d'un même centre et par suite d'une même loi générale, pouvaient être utilisés par tous les adaptateurs en changeant simplement le sens du signe suivant chaque spéculation, mais sans changer ce signe lui-même. Ainsi, un point dans un cercle était un signe commun à tous les initiés dans leurs différentes adaptations. Pour le théurge, il désignait la concentration de la force divine, entre parenthèses le point. Or, celui-ci hors de ses réalisations multiples, entre parenthèses le cercle. Vous vous souvenez, point, cercle. Pour le thérapeute, il indiquait l'âme curative, le point, au sein de la plante et de la matière qui le renferme, le cercle. Et toujours microcosme, macrocosme. Le mage y voyait sa situation, le point, au centre du cercle isolateur, alors que l'hermétiste y voyait l'or parfait, et que l'astrologue reconnaissait en lui le soleil dans toutes ses analogies. Réciproquement, il suffisait qu'un initié, quelle que fût sa spéculisation, écrivît un signe pour que tous les autres initiés comprissent ce signe et en vissent immédiatement l'application à leur propre spécialité. Ça fait bizarre de voir ces temps-là, ça fait bien longtemps. La science hermétique avait pour objet spécial de ses études l'explication de ces signes dans leur plus habituelle adaptation. Après la destruction par Rome des grandes universités d'Égypte, les centres initiatiques furent reportés bien loin vers l'Est, et ce n'est que longtemps après, vers le Moyen-Âge, du XIIe et du XVe siècle, il s'est quand même passé beaucoup de choses à ce moment-là en ésotérisme, que nous retrouverons en Occident de rares initiés se livrant à l'étude de l'hermétisme et connus généralement du public profane sous le nom d'alchimistes, nom venu de la langue arabe. Il ne faut pas confondre les alchimistes, véritables initiés connaissant l'unité, qui sont à proprement parler des philosophes faisant de la chimie. Il ne faut pas les confondre avec les souffleurs, gens ignorants et grossiers, qui sont simplement des chimistes du temps, essayant de faire de la philosophie. Les naïfs qui ont la foi des encyclopédies disent que l'alchimie a donné naissance à la chimie actuelle, commettant une erreur des plus grossières. Quelques expériences du laboratoire des alchimistes, refaites sans en comprendre la raison d'être philosophiques, par les souffleurs et reprises plus tard lors de la Renaissance par les pharmaciens du temps, ont constitué un recueil de formules dont on a cherché à classer les lois sous le nom de chimie. La chimie est une science de garçon de laboratoire, pour le philosophe hermétique, et l'opinion à ce sujet n'a pas changé pour les initiés depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours. Qu'importe que ces garçons de laboratoire aient envahi les salons et se soient constitués en académie. Chaque fois qu'ils ont voulu faire la philosophie de la chimie, ils ont été obligés de reconnaître qu'ils ne pouvaient que reprendre les enseignements immuables de leurs maîtres, les alchimistes, car ces maîtres, seuls, possèdent les principes éternels qui leur permettent à l'occasion de transformer la matière par les procédés du laboratoire. Mais c'était là une application pour la philosophie hermétique, qui n'aurait jamais songé à remonter des faits du laboratoire au monde des lois premières, car sa marche était tout inverse. Le laboratoire pour l'alchimiste n'a jamais été que la conséquence de l'oratoire. Là on passe à comme un autre chapitre,
mais on reste toujours dans la même partie, dans le même chapitre 1. On ne s'étonnera plus, après avoir lu ces pages, du rôle grandiose que doit tenir l'alchimiste digne de ce nom et des conditions rigoureuses qu'un tel but nécessite. On comprendra dès lors que l'ascèse voulue n'est point un jeu, un facile essai de quelque temps, mais bien une lente initiation sacerdotale. Ce sacerdoce n'a point cessé depuis l'antiquité des sanctuaires, et tout homme qui aspire à devenir adepte doit en percevoir, en recevoir les caractères sacrés. Nous allons donc poursuivre ces notes pratiques d'entraînement magique, en définir les principes généraux qui permettront d'orienter l'esprit vers les sources éblouissantes de la lumière et de la vérité. Au Moyen-Âge, voici les préceptes que donnait Albert le Grand, l'illustre adepte, et dont l'esprit demeure toujours nécessaire si l'on veut acquérir les connaissances élevées de la philosophie hermétique. Sous le nom de la vie privée des alchimistes, dans son traité de Alchimia, Albert le Grand énumère ces diverses conditions de l'alchimiste, les conditions qu'il doit remplir pour parvenir aux grandes œuvres. Premièrement, l'alchimiste sera discret et silencieux, vous savez, je vous en parle souvent ça. Il ne révélera à personne le résultat de ses opérations. Nous nous permettons de paraphraser ses enseignements magistraux. L'hermétiste ne peut que se nuire en dévoilant aux profanes le but de ses travaux. En effet, il se fait repasser pour un cerveau détraqué, un fou, auprès de la plupart de ses concitoyens qui méconnaîtront sans doute la réalité de la science occulte. On dit oui, mais toi tu divulgues sur ta chaîne et tout. Moi j'ai des livres et je dis ce que j'en pense. Après, vous remarquerez que vous n'êtes pas des millions à écouter cette chaîne, donc je pense qu'on est plutôt un peu planqué. Parfois, c'est un petit peu embêtant parce que je me dis, j'aimerais bien qu'on soit un peu plus d'abonnés parce que ça montrerait quand même qu'on est un petit peu plus nombreux. Sachant qu'en plus, je n'ai pas la France seule qui écoute. On a beaucoup j'ai vu, vous êtes assez nombreux dans d'autres pays francophones. Et je me dis, punaise, on n'est pas si nombreux que ça quand même, hein. Après, voilà, d'autres n'aiment pas les commentaires ou d'autres préfèrent des chaînes de livres. C'est vrai que c'est beaucoup de la lecture de voix de synthèse. Après, voilà, je pense que la voix de synthèse, moi aussi, j'ai écouté, mais je trouve qu'au bout d'un moment, c'est un peu toujours pareil. Vous pourriez dire pareil avec moi, mais non, ce que je veux dire, c'est que même si c'est pas une lecture parfaite que je vous fais, c'est vrai qu'il y a quand même une intonation, j'imagine, en tout cas j'ai eu des messages en ce sens, et je veux bien vous croire, parce que dans l'autre sens, ce serait possible aussi. Il y a une intonation qui reste vivante. Et c'est toute la différence. Même si je fais des dialogues avec l'IA, on voit qu'il y a quelque chose de particulier. Mais je pense que ces textes quand même sont quand même bien à écouter de manière avec le son, avec une vibration spécifique, avec une voix spécifique qui peut passer des choses. Comme je vous ai dit souvent, l'idée c'est pas de comprendre exactement tout ce qui est écrit. C'est simplement que le message passe, sans forcément comprendre mot à mot, ou tout simplement avoir dire, tiens, j'ai lu le livre, c'est lu. Non, il se passe autre chose sur d'autres plans. Donc, pas de panique, tout va bien. Donc, on continue. Bien entendu, il ne faut pas se montrer honteux de rechercher la vérité, ni déguiser ses croyances. Cela pouvait sembler indispensable du temps de l'Inquisition, donc là on y est quand même, où l'on brûlait les ésotéristes. Aujourd'hui, ce danger physique n'existe plus pour l'imprudent. Mais à quoi bon jeter en pâture aux moqueurs et aux ignorants l'art sacré? Ça, je suis d'accord avec lui. Pour les personnes qui ont des facultés parapsychiques, j'aime pas dire le mot don, j'entends souvent ça, ouais, j'ai un don, on m'a dit que j'avais un don. Ouais, t'as un don pour la cuisine aussi. Je veux dire que si vous travaillez très fort dans un domaine, au bout d'un moment, ça va se débloquer aussi, vous vous entraînez à dessiner une feuille morte pendant des semaines, un jour vous arrivez à la dessiner. Et le fait de dire oui, j'ai un don, vous êtes un don, tout de suite, c'est cette caractéristique un peu christique, oh là là, je suis à part, j'ai un truc en plus des autres, vous voyez. C'est ça aussi, c'est assez énervant. Tout le monde a des facultés complémentaires, des choses qui travaillent un peu mieux qu'un autre. Et
Et l'idée, si quelqu'un vous dit un truc comme ça, c'est pas d'un coup de valoriser le fait que vous avez ça. C'est au contraire, c'est de vous entraîner, de travailler dessus. Après, quelqu'un à qui on n'a pas dit ça peut l'avoir aussi. Vous êtes très nombreux à avoir des facultés parapsychiques, il y en a de plus en plus, donc profitez-en, entraînez-vous, il faut juste bosser, quoi, c'est tout, hein. Et après, au bout d'un moment, ça viendra. Il y a du décodage aussi, il y a du codage intérieur qui se fait avec la lecture avec la lecture des livres anciens. Il peut aussi se passer ça. C'est-à-dire que même sans que vous compreniez ce qui se passe, il y a quelque chose qui est transmis et il y a un déverrouillage qui va se faire à l'intérieur. Donc profitons-en. Et puis après, c'est pareil, si quelqu'un en face de vous comprend pas sur des événements parapsychiques, des choses que vous avez pu vivre, les gens qui sont totalement hermétiques à ça, franchement, moi pour ma part, je ne perds pas mon énergie à convaincre qui que ce soit, hein. Comme je dis toujours, celui qui a pas goûté le kiwi, il saura jamais le goût que ça, hein. Et vous aurez beau le convaincre de lui dire le kiwi c'est comme ci, c'est comme ça, tant qu'il l'a pas mangé, il saura pas. Voilà. On continue. Mieux vaut conserver en soi ces préceptes sublimes, ne les communiquer qu'aux intelligences avides de vérité et de bien, voilà, des gens aussi qui s'intéressent. Ça sert à rien d'essayer de convaincre quelqu'un qui croit pas en rien, faut laisser où il est. Franchement, tant mieux je dirais, vous avez de l'avance. On continue. Puis, en s'entretenant avec l'un et avec l'autre de ces essais, l'alchimiste produit en quelque sorte une décohésion de ses forces astrales, magnétiques, dont il a si grand besoin. Il s'entoure en un mot d'hostilité plus ou moins déguisée, mais toujours nuisible à l'œuvre entreprise, ça c'est vrai. Vous allez avoir comme des formes de convoitise qui sont plus ou moins positives. Donc, discrétion et silence. Les mages d'autrefois recommandaient soigneusement à leurs disciples de se taire, de ne parler qu'au bon moment, et alors sans se laisser intimider par qui que ce soit. La confiance en vous, et vous savez. Rappelons la grande devise de l'initié, évidemment, oser vouloir savoir se taire. Oser vouloir savoir se taire. Bon après, comme vous l'avez remarqué, moi je suis quand même une sacrée pipelette, Mais voilà, et je le dis toujours, je ne détiens pas forcément la vérité, comme je le dis souvent sur d'autres livres, je vous partage mes impressions, vous pouvez faire les vôtres, l'idée c'est qu'on avance, qu'on discute ensemble. Voilà, comme dans un jeu vidéo, chacun va faire son parcours, il y en a un qui va découvrir ça, l'autre aussi. Moi je veux tout à fait sortir de ce style de pyramide que, pour rien vous cacher, j'ai vécu longtemps dans l'enfance, dans des... on va dire je peux pas dire des réseaux parce que c'est pas le terme, mais quand vous avez justement des connaissances sur ce niveau, vous avez bien sûr des transmissions familiales, mais vous avez aussi d'autres choses qui gravitent autour. Et moi, tout ce que j'ai toujours pu voir en partant, même petite, avec la période, vous savez, la période New Age, là, où vous aviez toujours des conférences à droite à gauche avec celui qui savait, tout ça, toujours un qui est meilleur que les autres, mais que ce soit un petit peu partout, on peut partir sur même des histoires de galactiques, de voyage astral, on peut partir sur l'alchimie aussi directement, sauf que à l'époque ça c'était un petit peu plus discret. Mais c'est vrai que pour le reste, il y avait toujours celui qui savait, les autres qui suivaient, cette espèce de forme de mouton comme ça m'a toujours... je pense que, je sais pas, en tout cas pour ma part, je pense que la connaissance, le savoir doit être individualiste. Vous voyez, moi je vous donne mon idée du texte que j'ai là, mais c'est d'après mes connaissances, mes ressentis, et ma vie, et puis même peut-être d'autres choses. Pour vous, ça doit faire pareil, c'est-à-dire que je vous partage, ce que je vous partage, c'est pas forcément des choses qui doivent être établies comme des faits. Ça doit être, j'en parle parce que j'ai eu un mail à ce sujet, ça doit être simplement, si ça peut vous éveiller, vous évoquer quelque chose, go, c'est parti. Mais c'est peut-être allumer une forme d'étincelle qui va peut-être pousser une porte qui est à peine entrouverte chez vous. Mais ça reste votre expérience et votre parcours et vos interprétations, vos ressentis sur ce moment-là. Et peut-être que aujourd'hui c'est une petite clé, demain il y en aura plusieurs, d'autres qui vont venir s'ajouter. Et si ça peut effectivement révéler des choses en vous, tant mieux. Et puis sinon, next quoi.
Donc c'est quelque chose, c'est très important. Je crois que je l'avais pas encore dit ici en tout cas sur ce volume-là. Je ne supporte pas l'effet pyramidal du savoir et de l'étendue. Bien sûr qu'il en faut dans certains. Bien sûr que les sociétés secrètes pour la plupart sont faites de cette façon-là. Et bien sûr qu'à un moment, faut bien qu'un qui sache enseigne un petit peu en dessous. Mais je pense quand même que attention à toujours rester humain, à rester ouvert et pas cloîtré, ne pas faire attention à pas s'enfermer dans des dogmes en fait au bout d'un moment. C'est pour ça que l'ouverture est importante. Deuxièmement, il habitera loin des hommes, une maison particulière dans laquelle il y ait 2 ou 3 pièces exclusivement destinées à ces opérations. Cela ne veut pas signifier que l'on doive se cloîtrer, vivre en misanthrope loin de ses frères. Mais il est de toute nécessité que l'hermétiste travaille en paix, à l'abri des indiscrétions, des bruits troublants du dehors. En conséquence, nous l'engageons à se choisir autant que possible un laboratoire retiré dans lequel il ne laissera pénétrer que ses confrères. De même, son oratoire magique doit demeurer interdit aux curieux. Le mieux, certes, consiste à le porter dans son cœur. Là s'entretient l'autel pur, le feu, qui ne doit jamais s'éteindre. Il y a plusieurs choses, ça donne envie des fois de s'isoler dans une petite baraque loin, un baraquement loin, mais vous avez vu, il y a 2 pièces, 2 pièces pour le boulot. Et surtout, l'oratoire dans le cœur aussi, c'est possible. Moi, ça me fait penser, quand je lis ça me fait penser à la Safe Place. Vous savez, j'en ai parlé sur d'autres vidéos. Cet univers un peu qu'on peut se créer artificiellement à l'intérieur de soi et qui peut être très très pratique si un jour il y a besoin de partir et s'il y a besoin de faire une petite pause avant de choisir finalement qu'est-ce qu'on fera à la sortie. Petit clin d'œil pour ceux qui savent de quoi je parle et ceux qui ressentent et qui comprennent. Troisièmement, il choisira le temps et les heures de son travail. Cela veut dire que l'alchimiste, suivant les méthodes traditionnelles, se basera sur les correspondances, les signatures, les analogies planétaires, astrales, magiques. Choisir son temps pour œuvrer constitue à tout point de vue un arcane de la plus haute importance, car de cette manière l'on concentre toujours sur son travail une volonté active, toute puissante, contre laquelle se brisent les obstacles. Quatrièmement, il sera patient, assidu et persévérant. Gare aux déceptions fréquentes dans la poursuite du grand œuvre, au découragement de l'âme et de la chair. L'alchimiste doit se cuirasser contre toutes les émotions, jugement de l'opinion, erreur de recherche. Marche toujours, laborieux hermétiste. Va de l'avant, invoque l'air et ne te lasse jamais. Ainsi tu parviendras à la lumière, au moment que tu t'y attendras le moins. Moi je mettrais au moment où tu t'y attendras le moins, mais ça fait bizarre. Il dit bien au moment que tu t'y attendras le moins. Donc en gros, ça arrivera le moment où on s'en apercevra le moins. Enfin non, on s'y attendra le moins. Rappelle-toi l'épigraphe de ce livre. Celui qui recommence ses essais avec patience réussit quelquefois. Souviens-toi, il a bien dit recommence ses essais. Vous avez vu, ça veut dire que c'est pas parce qu'un essai fait peut-être négatif qu'il faut pas recommencer. Souviens-toi des échecs que subirent sans se décourager jamais les vieux maîtres de la haute science. Raymond Lulle, Arnaud de Villeneuve, Van Helmont, Paracelse. Semblable au soldat qui lutte sans hésitation, faisant vaillamment le sacrifice obscur de sa vie, dis-toi que si tu succombes, d'autres arriveront auxquels tes efforts auront incontestablement servi. Cinquièmement, il exécutera d'après la règle de l'art les triturations, la sublimation, la fixation, la calcination, la solution, la distillation et la coagulation. L'initiative est laissée à tout travailleur. Il peut varier ses modes opératoires secondaires, mais toujours il lui est enjoint de se conformer aux grands principes de la science, sans lesquels nul homme, nul inspiré ne parviendra jamais au succès. Sixièmement, il sera assez riche pour faire la dépense qu'exigent ses opérations. Sage conseil.
Combien se sont ruinés à la conquête du grand œuvre, lesquels s'éloignaient au fur et à mesure que l'impatience de l'alchimiste allait croissant. Tel l'idéal. Ami, ne te lance point éperdument dans le cours d'expériences trop coûteuses. Ménage tes forces et tes ressources. N'oublie point ce fameux aphorisme de tantôt. Il choisira le temps et les heures de son travail. La méthode et l'entente, la sagesse continue empêcheront les biens des déboires. Mais sois désintéressé absolument, car la première et indispensable condition pour fabriquer le grand œuvre consiste à négliger la richesse, l'or. La marche vers l'adeptat doit être incessante. Le caprice, en ce point surtout, constitue un terrible agent de désagrégation. Une fois lancé sur la voie de l'initiation, il faut avancer toujours, sous peine des plus graves catastrophes. Malheur à celui qui renonce. Isis ne pardonne ni à ses profanateurs, ni aux êtres pusillanimes. Considère donc bien, avant de commencer ton noviciat, lecteur, les devoirs multiples qui t'incombent, le but auquel il faut. Je ne dis pas parvenir, cela ressort du domaine de la providence, mais tendre de toutes tes forces. L'hermétiste, pour devenir un adepte véritable, un initié supérieur, s'engage dans un sacerdoce sublime. C'est la véritable prêtrise à laquelle chacun peut prétendre s'il le veut sincèrement et continuellement. Initié, il faut t'efforcer vers le bien, le beau et le vrai. Non pas d'une manière vague, superficielle, ainsi que semble d'abord l'indiquer cette triade tant citée du vrai, du beau, du bien. Non, pénètre ces mots, arrive à leur essence. Donc le vrai, le beau, le bien. C'est là la première des règles qui te sont imposées. Médite toujours les mots qui sont des signes de l'invisible qu'ils éveillent, ne les prononce pas, quels qu'ils soient des lèvres, évoque en les nommant l'intelligence, l'initiative personnelle. En résumé, pense. Il est si rare aujourd'hui de penser. N'accepte pas les idées toutes faites. Eh bien, en approfondissant les termes de vrai, beau, bien, en réfléchissant à l'ascension intégrale vers ces principes que tu vas entreprendre, tu seras effrayé à la vue de ce panorama vertigineux car il représente l'infini. Incline-toi devant cet abîme de la gnose, mais aussitôt, relevant le front, écris-toi, j'irai, j'ai entendu l'appel de l'être, je réponds à sa voix, à son verbe sacré. Et que rien ne venant abattre ton mal courage, tu marches, tu t'élèves, tu t'améliores, comprenant davantage chaque jour cette trinité. Une. Nous te le souhaitons du plus profond de notre cœur. Mais écoute bien maintenant, car nous allons te citer les belles définitions de l'adepte, de l'adeptat, avant que de t'indiquer brièvement les méthodes de l'ascèse magique. Ouvre ton entendement. Nous te supposons décidé à suivre la voie ultime du régénéré. Alors là, c'est oui, parce qu'il a mis ça à part. Ouvre ton entendement aux paroles du maître Stanislas de Gaïta. Je vous rappelle, lecture que nous avons sur la page membre, dont l'œuvre incomparable sera un de tes bréviaires. Alors c'est laquelle? Là, il met voir le temple de Satan au seuil du mystère, la clé, la magie noire. Alors, c'est pas parce que vous voyez ce titre, je pense, mais quelqu'un qui connaît rien, qui entend ce titre, il coupe direct la vidéo. Donc, je vous rappelle que ces œuvres de Stanislas de Gaïta, il le met, c'est assez trash, j'aurais dû vous prévenir avant. C'est pas du tout fait pour vous-même faire une incantation au démon, c'est pas du tout ça. Et c'est vrai que ça peut faire peur, mais je pense que son titre, il a fait exprès de mettre ça pour faire reculer les gens qui n'étaient pas initiés. Donc, comme je l'explique sur les 2 livres nous sommes en train de lire justement sur la page membre, c'est plutôt une initiation qui vous indique les 2 polarités et qui vous explique ce que c'est et comment ça se passe et comment il faut les appréhender de manière à pas les subir, entre guillemets. Donc en gros, c'est
Ce sont des œuvres qui sont là pour prendre connaissance d'une des polarités et de savoir comment s'en protéger, tout simplement. C'est pas pour pratiquer des choses négatives. Donc je préfère le dire, et donc ça fait un petit peu peur sur le coup, mais non, c'est plutôt connais ton ennemi. Si vous voulez. Après, on comprend bien qu'il y a des polarités et qu'il y a des choses qui se neutralisent, mais ces livres-là sont vraiment faits comme ça, puisque à l'époque, faut savoir que sur le christianisme, on évitait le démon, entre guillemets, il n'existait pas. Et d'ailleurs, il existe de moins en moins si vous regardez dans les cultures chrétiennes. D'accord ? Ça l'est beaucoup moins. Donc là, c'était pour dire non, il faut pas être ignorant, il existe des choses et il faut être au courant, et donc on en parle un petit peu, c'est très intéressant. Donc je reprends la phrase, comme ça, voilà, on aura l'ensemble. Ouvre ton entendement. Nous te supposons décider à suivre la voie ultime du régénéré. Ouvre donc ton entendement aux paroles du maître Stanislas de Gaïta, dont l'œuvre incomparable sera un de tes bréviaires. Alors bien sûr, il n'y aura pas que celui-là, hein, il est un peu à part celui-là. L'adepte est une puissance convertible, un lien conscient de la terre au ciel. Vous avez vu convertible, hein ? Un être qui peut, à volonté, rester sur terre, jouir de ses avantages et cueillir ses fruits, ou monter au ciel, s'identifier à la nature divine et boire à longs traits la céleste ambroisie. Réintégration du sous-multiple humain dans l'univers divine, l'unité divine. Voilà l'œuvre majeure de l'adepte. Le réintégré ou l'adepte est celui qui peut, toutes les fois qu'il le désire, maîtriser entièrement son moi sensible extérieur pour s'abstraire en esprit et plonger par l'orifice du moi intelligible, interne, dans l'océan du soi collectif divin, où il reprend conscience des arcanes complémentaires de l'éternelle nature et de la divinité. L'adepte est celui qui peut quitter son effigie terrestre, encore astrale ou éthérée, pour aller puiser dans l'océan astral la solution des mystères qu'il recèle. Si donc tu aspires à devenir un adepte, vous voyez, il parlait déjà de voyage astral à l'époque, hein. Si donc tu aspires à devenir un adepte, évoque le révélateur qui parle au-dessus de ton être. Impose au moi le plus religieux silence pour que le soi se puisse faire entendre. Et alors, plongeant au plus profond de ton intelligence, écoute parler l'universel, l'impersonnel, ce que les gnostiques appellent l'abîme. Mais il faut être préparé. Donc là, il nous met une petite annotation justement qui est issue des Clés de la magie noire de Stanislas de Gaïta. L'adepte peut bien encore prendre part des illusions terrestres, mais en sceptique désabusé et sans y croire désormais. Ok ? C'est-à-dire que l'idée de ces livres-là, c'est de sortir du jeu. Vous voyez ce que je veux dire, sortir du jeu et sortir du jeu, les deux. Et ça explique bien finalement quelque part que on n'est peut-être pas là où on croit. Voilà. Je pense que beaucoup le ressentent au fond d'eux-mêmes de toute façon. Il ressemble à l'acteur qui rend sur la scène les passions violentes de l'ambition, de la haine et de l'amour, et qui peut un instant s'enfiévrer au jeu jusqu'à se paraître sincère à lui-même. Voyez-le qui s'épanouit dans la joie ou se contracte dans la douleur. Mais adieu l'émotion si peu qu'il réfléchisse. Il rit alors de ses larmes faciles, et chose plus triste encore, il rit de son rire. Voilà. Ça, c'est la notation, c'est la citation de Stanislas de Gaïta. Alors, c'est ce qu'on avait aussi. Donc, voilà, vous avez ce que vous êtes et vous avez ce que vous êtes. Donc, parfois, quand justement l'émotion est un petit peu trop poussée, peut-être dans une situation où vous êtes trop incarné, vous êtes trop dans le jeu, ce serait intéressant de vous mettre un peu en recul et de savoir qui parle, qui vit ça. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est moi ? On prend un peu d'écart. Qui vit réellement ça. Donc avant de prendre les choses trop à cœur, rappelez-vous, il y a le fragment, il y a qui vous êtes, le grand vous. Donc c'est bien de se raccorder au grand vous, parce que quand vous reprenez un peu de recul et puis que vous dites bah oui, mais au fait, je suis dans un univers un petit peu différent. En gros, je suis dans une partie de jeu, mais c'est pas forcément moi qui pilote au niveau de la console, au niveau de la manette. Là, déjà, on peut prendre un peu plus de recul et dire finalement, ce qui est en train de se passer.
c'est un événement du jeu, donc c'est pas forcément moi. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye d'interpréter un peu la chose, mais étrangement, j'ai plus de mal à l'expliquer que d'habitude. Donc, écoutez, qui comprendra? Celui qui doit comprendre. Hein. On continue dans le texte. Cette préparation a lieu au moment de l'initiation progressive, ainsi que cela a été noté déjà. Il est bon d'être affilié, par conséquent, à une société initiatique traditionnelle. Au martinisme, nous la nommons, car l'homme isolé se trouve bien faible. Il a grand besoin des conseils d'un ami afin d'évoluer sûrement. Alors, faudra voir si Jolivet et Castello est martiniste. Faut savoir que martiniste, je le rappelle, c'était Papus, hein, c'était l'ordre de Papus, très intéressant, un ordre kabbalistique qui existe encore. Donc là, en fin de compte, ce qu'il essaye d'expliquer, mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, je remets le contexte, tous les intellectuels appartenaient quasiment tous à une ou plusieurs sociétés secrètes. Parce que ça les rendait un petit peu plus forts. Vous connaissez ce principe aujourd'hui déjà qui existe avec une société secrète, qui n'est plus trop secrète, mais en particulier. À l'époque, ils pouvaient un peu choisir leur porte en fait, leur cantine. Voilà. Donc là, il parle quand même du martinisme. Pour lui, c'est ce qui pourrait mieux correspondre. Bon, à voir. Martinisme qui n'a aucune inclusion au fait politique. Hein. C'est uniquement scientifique et kabbalistique à la base. Hein. C'est comme les Rose-Croix, ils ne doivent pas parler politique, si je me souviens bien. Mais que le néophyte se rappelle bien que l'initiation suprême, l'adepta, ne se communique point, ni ne se confère. Cela ne peut se communiquer. Il faut trouver en soi la lumière de la vérité, la puissance morale et phénoménique. Les collèges initiatiques se contentent de guider l'aspirant, et le voudrait-il, il ne pourrait tenter davantage. Vir acquiri undo. Vires acquiri undo. L'alchimiste va donc opérer d'une manière rationnelle son entraînement magique sur les 3 plans, c'est-à-dire sur les plans physique, astral et intellectuel. Physique, astral et intellectuel. Nous n'avons pas le dessein de définir ici en détail les phases de cette évolution, tel n'est pas le but de l'ouvrage que nous offrons à la méditation des penseurs. Notre rôle consiste uniquement à effectuer l'adaptation de l'hermétisme à l'alchimie proprement dite. Pour ce qui concerne la méthode pratique générale de l'ascèse, nous renverrons le néophyte au volume très consciencieux, inédit et profond de Papus, traité de magie pratique, on le fera celui-là. On y trouvera tous les renseignements nécessaires. Par contre, ce sera, vous vous doutez bien, et pour quelle raison, ce sera plutôt en page membre. On y trouvera tous les renseignements nécessaires. Contentons-nous donc de résumer les principales lignes de ce sujet si grave. L'alchimiste devra lutter vaillamment d'abord contre les passions qui l'assaillent. Voilà le point capital de l'ascèse. Nul ne deviendra initié s'il reste la proie du mal, du déséquilibre moral. Il faut extirper de son âme les eaux troublants qui l'occupent, l'orgueil, la colère, la jalousie, la haine, l'avarice, l'hypocrisie, la luxure et la paresse. L'adepte sera le maître de ses passions, jouira d'une constante égalité d'humeur, paraîtra sérieux mais affable toujours. Il saura dompter ses désirs charnels de tout ordre, ne leur céder que lorsqu'il le veut. La volonté. Elle est en effet la grande arme du mage. C'est la volonté qui va sans cesse développer davantage en lui, car c'est une forme hypnopotente par laquelle il commandera aux autres énergies qui apparaissent secondaires. Il met une petite annotation, il met le destin est fatal, mais la volonté en s'éveillant harmonise l'être, réagit contre le sort, s'accorde avec la providence. Ça vient du ternaire kabbalistique. Vouloir, eh bien vouloir. Là réside l'arcane par excellence, la volonté se mettant d'accord avec les lois de l'être. L'homme domine la nature, se l'astreint, car il sait pourquoi et comment il agit. Veuille donc, alchimiste. Veuille sans cesse, et toujours, et le reste t'arrivera de surcroît. Dégage ton esprit des écorces larviques, de la matière et de l'astral. Les larves, on en a déjà parlé les amis.
commande à tes sens, plane au-dessus des misères de la chair, et tu seras alors vraiment le roi de l'univers. Est-ce à dire qu'il te faille extirper le cœur de la poitrine, en comprimer ses battements, briser toute affection? Non pas, on ne te demande point de devenir une pierre, mais un sage, ce qui signifie le thérapeute tendre, aimant, compatissant aux misères. Élargis ton cœur. Étends ton amour à tous tes frères, à tous les êtres. N'arrête pas ces rythmes, commande-les. Sache dominer les émotions et les voluptés. Sache, même au milieu des plaisirs de la chair, lorsque tu auras voulu t'y livrer, accepter de déchoir, sache leur rester supérieur. Que ton esprit plane au-dessus de ton corps. Et alors, quand tu posséderas ce suprême détachement volontaire du tout, si tu veux aimer, aime, si tu veux vivre de la vie du monde, vis-la. Nous ne craignons rien, tu seras assez supérieur pour rester toi-même. Toi-même au milieu de ces brutes, pour diriger ta pensée alors que le milieu serait invinciblement stupide. Oh, il faut la lire celle-là, je vais la relire. Nous ne craignons rien. Tu seras assez supérieur pour rester toi-même au milieu des brutes pour diriger ta pensée alors que le milieu serait invinciblement stupide. Mais tente le moins possible ces orgies inutiles. Fuis la volupté énervante autant que tu le pourras. Fuis le lupanar surtout. Et fuis l'imbécile qui raille. Ça donne des sacrées leçons quand même. Que si tu trouves une compagne supérieure, évoluée, intellectuelle et jolie, jolie c'est important, attention, car l'initié aime la beauté. Elle peut être jolie de l'intérieur aussi, mais c'est rigolo qu'ils mettent ça. L'harmonie sous les diverses formes, tu te joignes à elle soit. Peut-être auras-tu rencontré l'âme sœur dont parle la Kabbale, mais au grand jamais ne te laisse dominer par une femme. Qu'est-ce qu'il faut dire dans l'inverse? Que si tu veux évangéliser le public, tu fréquentes les imbéciles, les sots. Ils s'appellent légion. Soit. Tu y trouveras peut-être un cerveau où semer le germe, mais méfie-toi de ce genre d'exercice par trop répété. Il faut être bien supérieur pour n'avoir rien à craindre du contact incessant et salissant de l'idiot. Bon, en gros, les fréquentations qui vous amènent rien, les amis, faut vous en écarter. C'est important d'attiser votre côté intellectuel et spirituel. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Pour les femmes, c'est rigolo parce que on a un livre aussi de Péladan qui dit comment choisir sa femme. C'est assez marrant. Un jour, il faudra que je mette le nez dedans. Je me demande ce qu'il a dû dire là-dedans. C'est marrant parce qu'on n'a pas de livre féminin. Si, il faudrait que je cherche peut-être, mais de l'époque, qui disait comment choisir son mari. Ça devait être assez rigolo. Alors, répands plutôt tes idées et peu par la plume, le pinceau et la conférence choisie. Bon, en gros, utilisez votre temps à vous enrichir personnellement. Dans le sens, vous cultivez. D'accord? Allez vers le beau, vers ce qui vous intéresse. Perdez pas votre temps à procrastiner ou faire des choses inutiles ou tout simplement embuez votre cerveau. Embrumez votre esprit avec des choses qui vont rien vous apporter en fait. Lorsque tu auras dominé les tempêtes de ton âme, ami, lorsque tu te sauras le maître de tes émotions et de tes nerfs, aborde alors seulement la conquête dangereuse, mais nécessaire, du plan astral. Quand tu auras écrasé le serpent de feu, le dragon du seuil, le plan intellectuel ou supérieur, tu deviendras accessible presque immédiatement. Le plan intellectuel ou supérieur te deviendra accessible intellectuellement. Serpent de feu. Ah, s'il y a quelqu'un qui a des données là-dessus, ça m'intéresse. Et dragon du seuil, bon, je pense que ça dépend comment chacun le perçoit. Mais effectivement, tout ce qui peut être gardien du seuil, quelle que soit la forme, c'est vrai que c'est présent. Concentre donc maintenant tous tes efforts sur le vertigineux courant astral qu'il faut dompter en le traversant. La méthode d'ascèse alchimique ne diffère point en ses principes. Elle ne diffère point
de l'ascèse magique. Donc en gros, l'alchimie, dans sa méthode, va pas trop différer en termes d'état d'esprit, j'imagine, que les méthodes magiques. L'adaptation finale particulière seule diffère. Il s'agit donc d'amener son soi intérieur et supérieur en contact avec l'océan du soi collectif divin, avec l'âme de la nature, une fusion. L'extase consciente, telle est la fin que se propose l'adepte. Extase consciente. L'extase consciente, telle est la fin que se propose l'adepte. On revient toujours sur ce système de la conscience. On en parle plus aujourd'hui, mais à l'époque, quand même, c'était un peu caché, mais c'était là. Mais ce n'est point en un seul coup d'un élan qu'atteindra ce but, le néophyte. Auparavant, il faut, avec lenteur et courage, développer ses facultés psychiques latentes par la lucidité, le somnambulisme raisonné. Je vous rappelle, pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, qui n'ont pas lu les autres livres, que le somnambulisme, c'est pas quelqu'un qui tend les bras et qui se lève la nuit. À l'époque, le somnambulisme, c'était un état d'hypnose, mais c'était aussi un état de supraconscience. Voilà. Sauf qu'on n'utilisait pas le même terme. Je vous renvoie à la lecture de La magie et l'hypnose par Papus qui est disponible sur la chaîne. Puis, lorsqu'on est sûr de ses forces, essayez par progression savante le dégagement du corps astral qui formera le deuxième terme de l'entraînement. Voilà, on y est complet. L'extase mixte avec méditation. Donc là, on peut dire que par l'alchimie, on est complètement sur un entraînement sur la sortie astrale. Ok ? C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Peut-être que l'alchimie, la voie physiologique, la voie spirituelle, peut-être relève de ça. Ceux qui sont en alchimie spirituelle, ça m'intéresse de savoir, est-ce que finalement le courant tend vers la sortie astrale aussi. Enfin, si l'initié s'en montre digne, parvient à la volonté suprême, il conquérera l'extase pure, méditation suave, qui lui permettra de participer à la vie universelle, d'obtenir une extraordinaire puissance, extraordinaire pour le profane, l'ignorant. L'initié se nommera alors adepte. Au point de vue strictement alchimique, tu vois de suite, philosophe hermétiste, quel usage tu peux faire de tes facultés psychiques, à quelle fin te servira l'extase dans ces 3 degrés. Le but demeure 1. Tu produiras par la concentration absolue de la volonté une dynamisation extrême de la matière, ce qui hâte la transmutation, désagrège puis agrège de nouveau les atomes chimiques, perturbe selon l'ordre désiré les molécules élémentaires. De même que le fakir accélère au moyen de l'énergie qu'il rayonne la poussée d'une plante ou d'une fleur, ainsi l'alchimiste initié, rendu maître des éléments, les fait entrer en combinaison, en réaction les uns sur les autres, comme il le veut, et avec une rapidité bien plus grande que ne le tente la nature. Dans toutes les opérations alchimiques, le rôle permanent de l'hermétiste consistera donc à bien fixer sa volonté concentrée, c'est-à-dire débarrasser de tout souci autre et d'ordre divers, sur le but à atteindre, à se mettre en un état mental psychique de tension et de rayonnement particulier. Mais comment, nous demanderas-tu, arriver à ce résultat ? Quel procédé employer avant et pendant les travaux chimiques ? Voici ce que nous te recommandons d'une façon générale, laissant à ta perspicacité et à ta constance le soin de développer ces conseils. Tu essaieras des miroirs magiques afin de provoquer ta lucidité somnambulique consciente et ton psychisme afin d'obtenir, en concentrant ainsi ton vouloir par la vue, les visions hermétiques. Là, je vous renvoie au miroir magique de Paul Sédir, pareil, disponible sur la chaîne. Vraiment, je vous y renvoie. Et on parle notamment des états modifiés de conscience en priorité. Les miroirs arrivent seulement à la fin, mais on va parler de ce fameux somnambulisme de l'époque. Et effectivement, c'est un peu comme la boule de cristal. La focalisation des yeux peut amener un état de conscience modifié, voire de supraconscient, celui qui va pouvoir vous permettre d'obtenir et de capter quelque chose, ou même de vous connecter à quelque chose, mais souvent vous-même. L'idée, c'est de changer d'état de conscience.
Comme miroir magique, emploie la coupe de cristal, entre parenthèses, ou le verre de cristal, que tu rempliras d'eau jusqu'au bord. Plaçant cette coupe sur une nappe blanche, tu mettras derrière 3 bougies en triangle. Puis, tu tiendras de manière à ce que l'œil se trouve au niveau du plan formé par le liquide. C'est tout. Vous regardez tout simplement l'eau. Au bout de quelques instants, nous supposons l'entraînement achevé. L'eau te semblera bouillir, des spectres de couleurs passeront, puis les images de l'astral viendront frapper ton œil. Donc là, il faut absolument vous détendre quand vous faites ça, et pas être dans le mental en train de vous dire alors est-ce que je vois quelque chose, ah mais non, c'est mon imagination, ah oui, non, ça c'est moi, j'ai l'impression de voir un truc, mais non, c'est moi, je m'imagine. On est d'accord? Je sais que beaucoup sont conscients de ça, mais je le dis pour les personnes qui lisent ce livre par curiosité pour la première fois et qui seraient tentées de faire. On va donner quelques petites astuces quand même parce que ce serait dommage que certaines personnes passent à côté de certaines choses. Alors oui, vous me direz oui, mais c'est que c'était pas le moment, c'est comme ça. Mais quand même, on est dans une époque exotérique, les amis. Il est temps un petit peu de partager certaines choses. Donc bien entendu, on se laisse totalement aller, on évite de trop cligner les yeux, ça c'est important. Et vous posez pas de questions surtout. Voilà, vous laissez passer, puis vous verrez, c'est une expérience parmi d'autres, vous attendez pas un truc extraordinaire au départ. C'est laissez faire tout simplement et entraînez-vous et voilà, faites-le comme par curiosité et normalement avec ça les miroirs magiques vous risquez pas grand-chose. Bon. Surtout dans un verre d'eau. Après, vous pourrez peut-être voir des choses qui se déforment, tout ça. Surtout pas de panique, d'accord? Et puis si vraiment vous êtes en panique, vous arrêtez tout simplement. Tout est assez simple. Donc les spectres de couleurs passeront, puis les images de l'astral viendront frapper ton œil. N'oublie point qu'elles sont presque toujours hiéroglyphiques et que, conséquemment, tu auras la tâche de déchiffrer leur sens. Alors, on a un petit peu avancé sur ce point aussi, on est nombreux là-dessus, sur ce qui va concerner les fractales, les personnes qui peuvent voir des fractales en méditation, en état modifié ou même dans la journée, de certaines ou plus ou moins couleurs. Bon là-dessus, pour les personnes que j'ai pu interroger à ce sujet, c'est vrai que pour la plupart, pour nous, c'est simplement des éléments autour. C'est-à-dire qu'il y a pas vraiment de signification enfin, si quelqu'un veut me contacter à ce sujet, je vous rappelle le mail, axis, AXI2S, Pikachu, comme Pikachu, @gmail.com. Si quelqu'un veut en parler, c'est avec plaisir, veut partager avec plaisir. Pour l'instant, en fait, on constate pas d'interaction. C'est assez présent, il y a peut-être des codes, mais il y a pas de données sur les interactions que ça pourrait avoir vraiment. Est-ce que ce serait plutôt des codages matriciels, ce genre de choses? Certainement. Voilà. Mais après, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à partager. Plutôt, si vous êtes par commentaire, toujours en discrétion, voilà, vous affichez pas trop. Sinon, vous pouvez m'écrire aussi. Donc, n'oublie point qu'elles sont presque toujours hiéroglyphiques et que, conséquemment, tu auras la tâche de déchiffrer leur sens. Si tu le préfères, prends le miroir métallique et enduit d'une teinture de charbon. Mais la simple coupe de cristal donne à la plupart des voyants de parfaits résultats. Pour ceux qui regardent les détails de ce phénomène magique, les conditions à remplir, consulte. Donc, pour avoir les conditions à remplir pour que ça fonctionne bien, il faudra voir le traité magique pratique de Papus, ainsi que le complet recueil de Maître Sédir, les miroirs magiques. Bon, j'en ai parlé, vous pouvez vous rendre sur la chaîne, les miroirs magiques, vous l'avez en publication sur la chaîne. Sur l'espace public. Nous en extrayons les précieuses remarques suivantes qui sont substantielles. Dans cette lutte perpétuelle avec les distractions de la vie ordinaire et avec les tableaux du monde psychique, la volonté devra trouver des auxiliaires dans chacun des 3 organismes que comprend l'être humain. L'homme intellectuel aura à mettre en jeu sa faculté de méditation par laquelle il générera consciemment des idées. L'homme animique se développera en retranchant les émotions personnelles et en acquérant le pouvoir de ressentir les émotions de l'universel. L'homme physique, enfin,
devra fermer la porte aux sensations externes, l'auto-hypnotisation. Telles sont les strictes règles de l'éducation occulte suivies depuis les temps les plus reculés dont nous puissions acquérir la notion. En fait, le commençant devra, pour percevoir l'invisible, s'abstraire du visible. Ce n'est que plus tard, lorsqu'un exercice long, patient et continué avec une persévérante ardeur, l'aura conduit à la maîtrise qui pourra être à la fois spectateur du monde occulte et du monde matériel. S'abstraire du visible, c'est en prendre la conscience, c'est dormir de cette sorte de sommeil physique dont nos savants modernes ont redécouvert la variété les plus rudimentaires sous le nom d'hypnotisme. Alors attention à la phrase qui arrive, un peu complexe. Parmi les sens au moyen de qui nous sommes en relation avec le visible, deux sont, de par la matérialité de leur objet, absolument sous le contrôle de la volonté. Pour ne pas exercer le tact et le goût, il suffit en effet de rester immobile. On me pardonnera la naïveté de ces remarques. Elles sont utiles, ne serait-ce qu'en montrant la simplicité des moyens employés par l'occulte pour des résultats surnaturels selon le vulgaire. Quant aux trois autres sens, on peut les annuler en s'enfermant, comme les yogis dans le silence et l'obscurité d'une retraite souterraine. Mais alors, qu'arrive-t-il ? C'est que la volonté en est réduite à tirer exclusivement toute sa force de l'invisible, de l'astral, au moyen d'une concentration intellectuelle dont la puissance est bien au-dessus du pouvoir de la majorité des étudiants même avancés. L'idéal serait donc de fournir au cerveau, par les moyens des trois sens précités, un adjuvant dont l'uniformité et la persistance n'apporteraient point de distraction à l'intelligence. Ainsi, le sens physique sera endormi et la volonté trouvera de nouvelles forces pour s'exercer. L'emploi de cet adjuvant est connu dès la plus haute antiquité, ce sont les parfums, la musique, la lumière. Les initiés égyptiens et hindous les maniaient avec une science consommée pour le développement de leurs néophytes, et la tradition de ces pratiques se retrouve chez tous les peuples. Selon le tempérament du sujet, les anciens sages se servaient pour l'amener au sommeil magique de l'un de ses sens. Il était préparé alors par l'ébranlement monotone des autres sens, que j'ai indiqué plus haut, à une impression plus vive sur le sens voulu, déterminant l'hypnose. C'est ainsi que celui qui voudra se développer en clairvoyance assoupira tout d'abord son odorat par une fumigation appropriée, son oreille par une musique d'un caractère spécial, tandis qu'à la demi-obscurité d'une petite lampe, il fixera ses regards sur le miroir magique. Selon le degré de concentration ou de désir, c'est-à-dire selon la perfection avec laquelle la 7e force astrale de notre corps aura pénétré la roue innée, d'après ces conditions, dis-je, qui dépendent uniquement, je le répète, de la puissance de la volonté, la clairvoyance se produira. Elle ne sera tout d'abord pas parfaite, ni même précise peut-être, mais un exercice continu et soigneux donnera progressivement aux organes astraux toute la sensibilité qu'ils sont capables d'acquérir. Vous avez vu les amis ? Donc on va un petit peu mais on va un petit peu surcharger deux sens, donc l'oreille par la musique et le nez par une fumigation, un encens, et effectivement le fait de saturer légèrement ces deux sens, ça va permettre de développer peut-être un peu plus un autre sens. Ça on le connaît, que la puissance des sens est développée et répartie dans notre corps. Elles sont là surtout pour survivre et s'impliquer dans la matrice. Mais lorsque vous éteignez un ou deux sens, vous pouvez augmenter un autre sens. Quand tu auras, disciple, obtenu la lucidité artificielle, ou tout au moins essayé de la provoquer avec sagesse et constance, tu arriveras ensuite à l'atteindre directement par l'extase que nous avons étudiée plus haut. Tu connais assez la science occulte pour savoir qu'en cet état, ton corps astral, dégagé du corps physique, à lui relié, vague par le milieu de formation, d'où il tire les lumières intellectuelles, morales et matérielles,
nécessaire à son œuvre. Franchement, cette phrase, je l'ai fait 2-3 fois. Voilà. Je sais pas comment il a écrit ça. Ça pas, des fois, parfois quand même, ils auraient pu. Bon. Là, n'avance que très prudemment sur les conseils d'un guide certain. Méfie-toi du domaine perfide pour l'imprudent, de l'astral. Conduis avec une rare sagacité le dégagement de ton double. Il en va de ta raison, ça c'est très important, oui, il en va de ta raison et même de ta vie, surtout de la raison. Si tu doutes de ta volonté, de ton sang-froid, abstiens-toi. Reste encore au seuil du mystère. Car lorsque tu l'auras franchi, tu te trouveras en présence du serpent, du dragon de feu. Pas pour rien qu'on a le serpent de la Genèse, ton Gaïta. Souviens-toi bien de ceci. Si tu ne le terrasses, semblable au sphinx, il te dévorera. Projette ton vouloir sur ses formes et tu dissoudras les fantômes horribles, les laves accrues pour t'étouffer. D'un geste noble, repousse les visions élémentales, les images troublantes. Et planant au-dessus d'elles, élève-toi vers la pure lumière. Remonte les courants qui chercheront à t'entraîner. Sinon, tu es perdu. Noyé, dissous, affolé. La peur, attention à la peur. C'est une énergie qui n'est pas en votre faveur. Le lien qui te rattache au corps se rompra peut-être. Ce sera la mort dans le moment du vertige de l'erreur. Alors là, c'est cette fameuse corde d'argent qui pourrait se couper. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, on est nombreux à se poser la question. Je pense qu'avant qu'elle se coupe, il faut y aller quand même. Par contre, le fait de se perdre spirituellement et psychologiquement, bien sûr, oui. Et si malgré cela, tu réintègres l'enveloppe charnelle, ce sera la folie, la possession. Oui, parvenir à deux. Mais après, encore une fois, on est quand même sacrément protégé, il faut quand même le penser aussi, vous partez pas comme ça, vous avez une enveloppe, faut savoir que maintenant, on le sait, la nuit, on fait des voyages astraux, mais on s'en rappelle quasiment pas. Donc tout ça, voilà, là il fait un petit peu peur, mais c'est plus simple que ça. Et c'est pas. De toute façon, votre corps va vous emmener là où vous pouvez aller. S'il y a une peur qui se déclenche très forte ou quoi que ce soit, vous allez revenir d'un coup, en fin de compte. Et ça, c'est. Il y a une forme d'autosécurité qui fait que vous n'allez pas là où vous devez pas aller, ou alors vous allez le sentir. Mais en général, et la conscience n'est pas du tout la même, donc rassurez-vous, c'est pas. Mais si tu maîtrises le dangereux océan, si tu nages hardiment vers le phare, tu t'appelleras alors le régénéré. Tu auras mis le pied sur le domaine de l'immuable. Fils de Dieu, on te nommera. L'adepte. Évolué alors jusqu'au plan de l'intelligence, tu en rapporteras les trésors ineffables, les fruits de la science et le parfum de la vertu. Ce n'est qu'en méditant la loi de l'initié que tu réaliseras cette fin proposée à tout homme, à toute conscience, loi profonde, savoir se taire, oser vouloir. Bon. À l'époque, ils étaient moins nombreux. Faut savoir qu'aujourd'hui, les jeunes générations, tout ce qui est voyage astral, c'est beaucoup plus évident. Il y en a beaucoup plus, et pourtant, ils sont pas cultivés avec certains livres. On n'a pas Anne Givaudan dans toutes les bibliothèques, pardon. Mais ce qui est pas plus mal parce que ça évite d'avoir des prédispositions, on va dire, intellectuelles et des dogmes. Car on le sait maintenant, ça s'envisage de... Tout ne se rejoint pas forcément, tout s'envisage de manière différente et suivant sa culture. Donc ça aussi, c'est un point important à avoir. Les expériences sont pas toutes les mêmes pour tout le monde. Donc c'est pas plus mal que certaines lectures n'atterrissent pas maintenant, parce que ça ouvre plus les portes. Parce que certaines lectures vont avoir tendance à dogmatiser certaines choses, même s'il y a eu un très bon travail qui a été fait à certains moments. Mais après, le problème, c'est que ça a été expliqué d'une manière, pour les humains qui ne le font pas, en fait. Et bon, après ça, c'est un autre sujet, je m'étalerai pas sur ça. Dans ton laboratoire, en conséquence de la réalisation sur les 3 plans, tu as à appliquer les mêmes méthodes d'entraînement que sur les autres mondes. La clairvoyance acquise doit te guider pour le maniement des réactifs laissés des corps, la marche parfaite des opérations, le maniement de l'astral. Tu l'utiliseras à dynamiser la matière. Oh, ne crois pas non plus y arriver après quelques essais. L'analogie règne en tout,
et tu chercheras longtemps avant que de trouver, sans doute. Fixe l'énergie psychique sur l'œuvre, projette sur lui ton vouloir, insuffle en lui ton désir. Rayonne un magnétisme puissant et pur. Pour cela, vis en Dieu, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà recommandé, sois généreux, loyal, patient, maître des passions bouillonnantes. Pris dans la signification exacte du mot aura, alors O-R-A, c'est-à-dire médite. L'oratoire, donc oratoire, doit se confondre en le laboratoire, sans trouver proche tout au moins. Souvent, retire-y toi, évoque l'esprit, monte vers lui, unis-toi à son rayonnement. Relie ton air en chaîne occulte avec les âmes des penseurs, des grands initiés, des mages, des alchimistes. Invoque celui qui, par ses travaux, te plaît davantage. Et jamais, sois-en sûr, il ne t'abandonnera. Travaille en méditant, et médite en travaillant. L'un ne va pas sans l'autre en vérité, car ces deux efforts se complètent. Peu à peu, tu sentiras tes forces intellectuelles se décupler. La lumière s'étalera, jaillissant parmi les ténèbres, et tu apporteras en tout cas une pierre, si modeste soit-elle, à la construction du temple universel de la Nouvelle Jérusalem. Là, on parle de Kabbale, les amis. Dans ton oratoire se trouveront les objets indispensables de l'hermétisme, la baguette magique, l'épée pour dissoudre les coagulations astrales, le miroir magique, le brûle-parfum, l'autel en bois, recouvert d'un tissu blanc, la robe de l'alchimiste en lin blanc, une cordelière tressée or et argent. Revêt cette sacerdotale draperie chaque fois que tu méditeras et lorsque ton œuvre touchera à sa fin. Ça ressemble un peu au magicien quand même. Mais pourquoi, en fin de compte, il y avait tout ce rituel, cet accoutrement, c'est tout simplement plus vous immergez dans l'action, dans le théâtre, entre guillemets, plus vous y croyez et plus vous provoquez la chose. Donc ce côté un peu théâtral, c'est très important parce que l'esprit a vraiment l'impression d'y être et c'est là que vous aurez plus de chances qu'il se passe des choses, parce qu'il y a toujours l'histoire du doute. Mais tout ça, ça nécessite un effort et en faisant cet effort, vous allez commencer à mettre en place des actions et des demandes. Votre cerveau va comprendre que vous êtes en train de pratiquer quelque chose et que vous attendez des résultats par rapport à ça. Et vous mettez en œuvre une énergie, donc cette énergie peut se transformer. Quant aux parfums, ils te serviront durant les opérations magiques et pour te purifier, brûle le musc, l'encens, le santal. Nous allons au point ici développer ces chapitres de l'ascèse. Nous te pensons étudiant assez bien avancé en occultisme. Tu sais donc ce que nous voulons exprimer et tu possèdes les maîtres. Eliphas Lévi, Pappus, Stanislas de Gaïta, Péladan, lesquels t'ont fourni d'amples enseignements. Auteurs que nous avons sur la chaîne en favoris, et oui. Nous insisterons seulement sur 2 points relevant de notre spécialité alchimique. N'effectue que le plus rarement possible les grandes opérations de la magie, l'évocation par exemple. Cela t'enlèverait une quantité considérable de force nerveuse dont on a besoin pour le grand œuvre. Là, je suis assez d'accord. Là, si on passe sur la magie, les amis, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose et ça coûte, n'oubliez pas. Borne-toi à l'étude de l'astral que tu soutireras et coaguleras à l'usage de tes travaux chimiques. Ensuite, projette toujours ta force psychique sur les réactifs que tu emploieras. Imprégnant les corps, base-toi autant que tu le pourras sur leur concordance astrale pour les manipuler et les unir de même que pour les parfums. Là, il met voir magie pratique de Pappus pour les correspondances astrologiques. Telle est la voie disciple qui te mènera sûrement à l'adeptat. Si tu sais manier tes facultés et tes passions, les canaliser rationnellement afin de les employer à ton évolution. Élève-toi toujours dans l'ordre scientifique des faits aux lois et aux principes. Nous voulons donc dire, trace-toi une synthèse sans laquelle nulle ascension vers la vérité n'est possible. Mais inversement, descends toujours aussi durant les vastes méditations des principes sublimes aux lois et aux phénomènes.
De cette façon, tu éviteras l'écueil des matérialistes qui ne veulent voir partout que la matière, et des mystiques qui, négligeant l'enveloppe charnelle, dans ce qu'elle a de fatal, s'égarent en une dangereuse et trompeuse illusion. Parviens à l'équilibre des deux énergies contraires, c'est la clé de voûte de l'édifice que nous te confions là, la clé de la science occulte en même temps. Ne perds pas de vue en aucun de tes travaux le ternaire sacré et initiatique symbolisé par la trinité religieuse, exprimé kabbalistiquement par les trois plans, matériel, astral et divin. Lorsque tu abordes un de ces plans, établis de suite les analogies des deux autres avec lui par correspondance. Ainsi, tu ne tomberas jamais dans l'erreur grossière. Tu apprendras analogiquement et intuitivement beaucoup de principes. Tu sauras enfin manier les arcanes majeurs exprimés en hiéroglyphes par le livre du tarot. Laisse-nous maintenant t'indiquer les guides que tu pourras fructueusement, que tu devras même consulter durant ton initiation magique. Ah, un petit peu New Age, les amis. Au point de vue de la pratique rigoureuse, les substantiels préceptes du docteur Papus te seront absolument indispensables. Nous avons nommé la magie pratique, puis, comme manuel d'exercice quotidien, le traité admirable de Prentice Mulford, vos forces et le moyen de les utiliser. Pour la voyance, les miroirs magiques de Paul Sédir, puis les incantations. Dans l'ouvrage de Papus et dans celui de Prentice Mulford, tu trouveras les règles de la vie magique, de l'entraînement de la volonté, du geste, du verbe, du goût, etc. L'exposé du régime végétarien, la liste des parfums nécessaires. Celles-ci te dispenseront des recherches ingrates, difficiles et introuvables grimoires. Avec ces dires, tu pénétreras aisément dans le domaine de l'astral. Au point de vue de la haute mystique et de théorie, nous te citerons avec ces dires encore les incantations, les tempéraments, deux autres maîtres dont l'autorité s'affirme incontestable et lumineuse. Stanislas de Gaïta qui te mènera au seuil du mystère, volume 1, et te montrera les écueils de l'astral dans le temple de Satan. Et effectivement, te soufflant les ferments qu'il faudra développer toi-même, car souviens-toi bien de ceci. Nul ne te communiquera l'adepta. Puis Joséphin Péladan, vaste esprit, artiste génial, relit donc de lui les immortels traités de l'amphithéâtre des sciences mortes. Comment on devient mage, comment on devient artiste. Et si tu veux tenter l'expérience périlleuse toujours de l'âme sœur, mets dans la corbeille d'épouser le bréviaire de ta femme ou de ta maîtresse, comment on devient fée. Cela te préservera peut-être d'un coquillage immédiat. Le Sar Péladan, lequel a magnifiquement œuvré en art comme en cabale, t'exposera en ces formulaires que nous venons de citer les méthodes d'ascèse magique et hermétique que tu dois suivre. Alchimiste d'une manière tout au moins générale, pour être digne de tenter l'art spagyrique. Seulement retiens ce conseil que nous te donnons. Méfie-toi de l'orgueil intolérable prêché errativement par le Sar Péladan. L'orgueil intolérable prêché errativement par le Sar Péladan. Cet orgueil anti-magique constitue un poison mortel. Tiens. Alors, on a quand même une petite donnée, à un moment, j'avais pas vu, mais on a, pour le temple de Zaza, là, avec Gaïta, il avait mis une annotation, il avait mis « Voir aussi au sujet des fantômes de l'astral l'intéressante et très documentée étude d'un occultiste de talent, Jules Delassus, sur la question peu connue jusqu'alors des incubes et succubes. » Garde-toi aussi de son étroit exclusivisme. L'intolérant est presque toujours un sot, et toujours il nuit à la cause qu'il défend, fût-elle excellente. Ça m'étonne pas de lui, hein. Enfin là il parle de Péladan, et franchement il a raison d'en parler. Je pense que je vous laisse voir si cet auteur vous intéresse, mais c'est sûr que c'est pas du tout le même style que Papus ou Gaïta. Ces réserves établies, nous affirmons que Péladan est, quoique trop littérateur peut-être, un très grand kabbaliste. Sa conception esthétique notamment
épurera ton âme, tes goûts, et te laissera rigoureusement pourtant sur le terrain de la magie. Mais, en tête de tous les maîtres intellectuels actuels, médite le plus profond dont l'œuvre s'élève colossale, étincelante comme un temple de l'Orient baigné de vagues solaires, étudie Eliphas Lévi, l'adepte des adeptes de ce siècle. Ces livres doivent constituer la Bible de l'hermétisme. Je vous rappelle qu'on a plusieurs livres sur l'espace. J'arrête pas de vous le dire, je sais. Plusieurs livres donc sur l'espace habituel, public, et 2 livres sur l'espace membre. Tout d'abord, initie-toi par son histoire de la magie aux doctrines qui te sont chères. Ensuite, approfondis-les à l'aide de la clé des grands mystères. Puis, adapte-les et réalise-les au moyen du dogme et rituel de haute magie, celui qu'on lit, où se trouvent condensés les manuels complets sur l'art sacerdotal de l'adepte. Si tu comprends absolument l'esprit du dogme et du rituel, si tu sais mettre en jeu les facultés auxquelles il fait appel, ton initiation s'achève. Tu atteins Keter. Les métaux se transmutent sous tes mains et tu t'appelles le prêtre roi. La pratique alchimique te sera d'ailleurs révélée en partie par les ouvrages très consciencieux et d'un immense savoir de l'hermétiste Albert Poisson. Au moyen de la théorie et symboles des alchimistes, tu seras apte à déchiffrer les vieux traités, les grimoires des maîtres anciens. Ça, on a des petites choses aussi sur la chaîne. Médite donc aussi les 5 traités d'alchimie traduits par cet auteur. Ils t'offriront la moelle même de ses principaux adeptes, Raymond Lull, Arnaud de Villeneuve, Roger Bacon, Albert le Grand et Paracelse. Et si tu t'en montres digne, si ton désintéressement demeure parfait, que l'amour seul de la vérité embrase ton âme généreuse. Les obscurités inhérentes au noviciat se dissiperont peu à peu. Tu sentiras une douce chaleur pénétrer tout ton être, une céleste lumière inonder ton esprit. La puissance de ton désir impersonnel aplanira les difficultés les plus effrayantes. Et un jour la voie qu'il te faut suivre te semblera belle et droite. Le doute cruel et noir se sera à jamais envolé comme le sombre corbeau aux approches du printemps. Tes forces morales et intellectuelles seront décuplées. Tu marcheras sans te retourner jamais, foulant aux pieds l'orgueil, l'ambition, la haine. Tu monteras vers l'infini, t'absorbant en lui dans l'aspiration extasiante de son amour, de sa synthèse et de son unité. Alors tu auras vaincu ou tu seras près de vaincre. Adepte, tu auras gagné les sphères de l'absolu dont les étapes futures te rapprocheront de plus en plus jusqu'à l'heure où, Messie divin, tu te donneras comme mission de te réincarner sur les terres mauvaises pour guider à ton tour les retardataires malheureux vers le triomphe qui attend enfin au seuil des grands mystères. Au seuil des grands mystères, attendez. Tu te donneras comme mission de te réincarner sur les terres mauvaises pour guider à ton tour les retardataires malheureux. En gros, les amis, si vous êtes déjà d'un stade avancé, vous comprenez maintenant peut-être pourquoi vous êtes ici. Oh mon Dieu. Bon. Alors là, la vidéo est un petit peu plus longue. Si toi qui m'écoutes, tu es toujours là à cet instant, merci à toi. C'était assez intéressant. J'ai eu des petites difficultés de lecture, je m'en excuse. Je suis un peu en retard dans la publication de la vidéo, donc c'est à cause de ça. Et j'ai voulu vous faire le chapitre entier. Et oui, donc c'est pour ça que je l'ai pas découpé cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était très intéressant. J'étais ravie de voir qu'il parlait de voyage astral. C'est vrai que pour les gens qui s'attendaient à l'alchimie pure et dure, je peux comprendre que ce soit un petit peu déroutant, mais quand même, ça fait partie quand même d'une quête spirituelle qui est très importante. Les amis, on vient bien de quelque part et on repart bien quelque part. Sur le chapitre 2e, on aura la journée de l'alchimiste. Donc là aussi, on verra un petit peu ce que ça donne. Et en attendant, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie pour les petits commentaires, ça fait plaisir, ça montre que vous êtes là, c'est trop rigolo, quoi. Je revois certains pseudos qui reviennent comme ça, parfois vous avez des pseudos qui n'ont rien à voir, moi je me dis mais comment ?
il y en a aussi qui me suivent depuis très très longtemps, je leur fais un petit coucou, je les remercie avec un gros bisou aussi pour eux, même avant que la chaîne passe en livres ésotériques normaux, c'est-à-dire avec la voix. Vous saurez, hein, pour ceux qui étaient là à cette époque. En tout cas, merci à vous, merci pour les soutiens, merci pour les petits likes et surtout le temps d'écoute et les abonnements. Je vous dis à bientôt, gros bisous sur Livres ésotériques anciens, à bientôt.